Bonjour à tous et bienvenue dans notre séminaire pour la santé. Ensemble, nous allons continuer à apprendre comment vivre en bonne santé. Notre sujet d'aujourd'hui sera destiné aux maladies et comment guérir. En effet, depuis le début, pour ceux qui ont commencé à suivre ce séminaire, peut-être que vous avez commencé à le mettre en pratique. Et peut-être que vous avez aussi ressenti un changement dans votre vie. Tout cela, nous pourrons remercier celui qui est derrière notre corps, qui agit dans nos cellules. C'est Dieu. Rendons gloire à Dieu pour cela. Mais ces sujets que nous avons vus seraient incomplets si nous ne parlons pas d'un sujet essentiel. En effet, il y a autour de nous, malheureusement, beaucoup de choses, beaucoup de facteurs qui font que nous tombons facilement malades. Et nous allons aujourd'hui comprendre d'où proviennent ces maladies et surtout ensuite, nous allons voir quels seront les remèdes. Le sujet d'aujourd'hui s'intitule « Les 8 remèdes ». Ces 8 remèdes que Dieu nous met à notre disposition. Pour ce sujet, nous allons faire comme les émissions précédentes, nous allons diviser en deux cette émission. Une première partie sera destinée à comprendre pourquoi nous tombons malades. Et la deuxième partie, nous verrons maintenant les 8 remèdes que Dieu nous donne. Commençons tout de suite à comprendre comment est-ce que notre corps peut être en bonne santé. Pour qu'un corps soit en bonne santé, il faut comprendre que ce corps est constitué de différents organes. Parmi ces organes, il y a le cerveau, par exemple, il y a les reins, les poumons. Chaque organe, s'il est en bonne santé, le corps est en bonne santé. Ensuite, ces organes, il faut comprendre qu'ils sont composés de différents types de tissus. Ce sont les tissus qui vont composer un organe. Parmi ces différents types de tissus, vous avez les tissus nerveux, vous avez les tissus musculaires, etc., etc. Donc, pour que notre corps soit en bonne santé, il faut que les tissus qui composent nos organes soient également en bonne santé. Mais ces tissus, chacun de ces tissus sont composés eux aussi de différentes cellules et différents types de cellules en fonction de ces tissus. En effet, par exemple, vous avez les neurones qui sont un type de cellule pour le système nerveux. Vous avez pour les tissus musculaires les cellules musculaires et également d'autres types de cellules que nous n'allons pas entrer dans le détail. Mais tout simplement, ce que nous pouvons comprendre, c'est que pour que notre corps soit en bonne santé, il faudrait alors que finalement nos cellules, chacune de nos cellules, soit en bonne santé. Un corps sain, c'est tout d'abord des cellules saines. Alors ce que nous allons essayer de comprendre et de saisir, c'est tout simplement comment une cellule saine fonctionne. Quelles sont les conditions à remplir pour qu'elle puisse être en bonne santé? Nous allons prendre par exemple cette cellule, une cellule musculaire. Toute cellule, que ce soit cellule musculaire, que ce soit des neurones, peu importe, est composée tout d'abord d'une membrane, mais également à l'intérieur d'un noyau. Et pour qu'une cellule fonctionne, elle a des besoins. Voici ses besoins. Tout d'abord, elle a besoin du dioxygène, dont on appelle aussi O2, qui est sa formule chimique. Ce dioxygène que nous trouvons dans l'air. Aussi, la cellule a besoin de glucose. Ce glucose, comme nous l'avons déjà vu, qui provient
des glucides qui ont été décomposés en glucose, ou directement du glucose qui a été ingéré. Ce glucose et ce dioxygène sont essentiels à la cellule. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur de la cellule, il y a ce qu'on appelle des usines appelées mitochondries, qui vont prendre ce dioxygène et glucose, et ensemble, il y aura une réaction chimique, une transformation chimique qui va produire de l'énergie. Cette énergie, comme nous le verrons dans la seconde partie, cette énergie est sous forme de molécules d'ATP, adénosine triphosphate. Mais n'entrons pas dans le détail. Tout simplement, comprenons qu'il faut du dioxygène, du glucose pour qu'une cellule produise de l'énergie. Et cette énergie est essentielle. Pourquoi? Parce que pour produire, pour remplir son rôle, la cellule a besoin de l'énergie. Et cette énergie, elle ne pourra l'avoir que si elle a ses composants de base, dioxygène et glucose. Alors, comment est-ce que cette cellule va avoir ce glucose et ce dioxygène? Eh bien, c'est tout simplement grâce au sang. En effet, le sang qui contient ces globules rouges, c'est ce qui donne cette couleur, le sang va apporter ces nutriments. En effet, à chaque respiration, l'air qui entre dans nos poumons au travers des alvéoles pulmonaires, le dioxygène passera dans le sang pour se fixer à l'hémoglobine. L'hémoglobine, chargée en dioxygène, lorsqu'il arrivera vers les cellules, ces artères qui arriveront, vont se diviser en plusieurs petites artères et ces vaisseaux sanguins qui arriveront près de la cellule vont pouvoir donner le dioxygène à la cellule. De même, le glucose, nous l'avons vu, vient au travers de l'alimentation. En effet, lorsque nous mangeons des glucides ou des fruits contenant du glucose, lorsque ces fruits seront digérés ou cet amidon sera digéré, ce glucose arrivant vers l'intestin va ensuite passer au travers de la paroi de l'intestin dans le sang. Et c'est au travers donc des artères qui vont arriver vers les cellules, au travers des vaisseaux sanguins, que le sang va pouvoir donner le glucose. Voici comment est-ce que le corps, les cellules, vont pouvoir avoir leur dioxygène et leur glucose. Maintenant que la cellule a eu ce dont elle a besoin, le dioxygène et le glucose, et qu'elle a produit de l'énergie, ces molécules d'ATP, elle produira en même temps des ions qu'on appelle les ions HO-, nommés hydroxydes. Ces ions hydroxydes, c'est ce qui va faire que la cellule va s'alcaliniser. Non seulement elle produira des ions hydroxydes, mais elle produira aussi des déchets. Et parmi ces déchets, lorsque le glucose va être désintégré, il y aura la production d'acide lactique et d'acide pyruvique. Ces deux acides vont également s'accompagner avec la production de CO2, qui est le dioxyde de carbone. Comme nous le savons, ce dioxyde de carbone sera directement éliminé dans le sang et retournera vers les poumons pour être expiré. Donc il y a ces déchets qui vont arriver suite à la production d'énergie. Mais ça ne sera pas tout. En effet, non seulement une cellule fonctionne, mais il arrive un moment où elle va mourir pour se régénérer. En effet, vous le savez peut-être que, par exemple, nos intestins, les cellules se renouvellent toutes les 5 jours. Pour notre œil, c'est toutes les semaines, nous avons de nouvelles cellules qui apparaissent. Pour l'estomac, elles ne peuvent vivre qu'au bout de 10 jours et ensuite elles se renouvellent, les cellules de l'estomac. Pour la peau, c'est 3 à 4 semaines et pour le foie et les poumons, c'est 1 an et demi. Donc, les cellules meurent également. Et lorsqu'elles meurent, elles vont produire d'autres déchets. Lorsque la cellule meurt, les protéines qui vont se désintégrer, les acides aminés qui vont être produites, vont former de l'urée. Et cette urée
va être éliminé, comme on le sait, par l'urine. Mais ces déchets, il y a un autre type de déchets. Parce que vous allez voir que les déchets dont nous avons parlé, l'urée, l'acide pyruvique et l'acide lactique, ce sont des déchets qui peuvent se solubiliser dans l'eau. Ils peuvent se mélanger dans l'eau. Et donc, ils peuvent retourner dans le sang. Mais il y a d'autres déchets qui vont être produits lorsqu'une cellule va se désintégrer et qui ne pourront plus être solubles dans l'eau, mais seulement dans l'huile. On dira alors que ce sont des déchets qui sont liposolubles, contrairement à ceux qui peuvent se solubiliser dans l'eau, hydrosolubles. Comment alors ces déchets qui seront liposolubles, comme par exemple l'acide urique, qui vient de la dégradation d'un certain type d'acide aminé, comment alors ces déchets liposolubles pourront être éliminés? Ces déchets liposolubles vont être éliminés au travers de la lymphe. Nous allons voir ce que c'est. Alors que les déchets hydrosolubles par le sang. Pour certains déchets, il va falloir l'intervention d'agents qu'on appelle les globules blancs. Il y a différents types de globules blancs, mais nous allons simplifier en disant qu'il y a des globules blancs qui vont, certains déchets hydrosolubles, les détruire, les envelopper pour les ramener vers le sang. Alors que pour les déchets liposolubles, ce travail également sera effectué par des globules blancs, mais qui vont aller pas dans le sang, puisqu'ils ne peuvent pas se mélanger à l'eau, mais qui vont aller dans un liquide appelé la lymphe. Donc nous comprenons que la cellule, oui, produira de l'énergie, mais également produira des déchets qui vont se débarrasser d'une part par le sang et d'autre part par la lymphe. Peut-être que certains d'entre vous, vous découvrez ce mot, la lymphe. C'est peut-être nouveau pour vous. Mais sachez que c'est un système qui a été découvert il y a maintenant une trentaine d'années. Et la lymphe, c'est un système qui est parallèle à votre système cardiovasculaire. En effet, le système cardiovasculaire, c'est composé de ces veines et de ces artères qui va amener le sang. Alors qu'en parallèle, vous avez un autre système qu'on appelle le système lymphatique qui, lui, va faire circuler pas le sang, mais la lymphe. Quelle est la différence entre ces deux systèmes? Le système cardiovasculaire composé de sang contient des globules rouges et des globules blancs. Ces globules rouges, c'est ce qui va donner la couleur rouge du sang. Alors que la lymphe, elle, ne contient uniquement des globules blancs. C'est pour cela que lorsque vous saignez, lorsque vous vous blessez par exemple, la première chose que vous voyez sortir, c'est de la lymphe composée de ces globules blancs. Elle a une couleur légèrement jaunâtre. Donc, une autre différence, c'est leur rôle. Le rôle du sang, comme nous l'avons vu, c'est d'apporter les nutriments, acides aminés, glucose, ainsi qu'acides gras essentiels, mais également d'apporter le dioxygène nécessaire au fonctionnement de la cellule. Alors que le rôle de la lymphe, ce n'est pas d'apporter des nutriments, mais seulement d'éliminer ces déchets liposolubles. En effet, 75% des déchets qui se trouvent dans le sang et produits également par les cellules seront éliminés au travers de la lymphe. La lymphe joue donc ce rôle de dépotoir. Et une autre différence qui sera essentielle à connaître, c'est que contrairement au sang, le sang pour circuler, il a une pompe appelée le cœur, alors que la lymphe, elle, n'a pas de pompe. Et vous allez me dire, mais comment alors est-ce que la lymphe peut circuler? Eh bien, tout simplement, elle circule grâce au mouvement de votre corps. Lorsque vous bougez, des muscles se contractent,
d'autres se relâchent et cette contraction-décontraction sous la peau va faire qu'il y aura des pressions et des pressions sur la lymphe. Et cette pression-dépression va faire pousser petit à petit cette lymphe. Il y a donc une différence de débit. En effet, le sang, lui, qui a une contenance, un volume de 5 à 6 litres dans le corps, se déplace 7000 fois plus vite que la lymphe. La lymphe, elle, n'a qu'un volume que de 1 litre à 2 litres. Et ce volume de lymphe se déplace 7000 fois plus lentement car elle ne peut se déplacer qu'au travers des mouvements que vous faites. Également, alors que le sang, lui, circule dans les deux sens, la lymphe, elle, circule seulement du bas vers le haut. Elle remonte. Voici deux grandes différences qui seront importantes à connaître. Ce que nous devrions également savoir, c'est que cette lymphe, pour pouvoir se débarrasser des déchets, les globules blancs qui vont venir vont arriver dans ce qu'on appelle des usines, qui sont les ganglions lymphatiques. C'est ici où les déchets liposolubles seront réduits en des déchets inoffensifs. Et c'est pour cela que, par exemple, lorsque vous avez beaucoup de déchets dans votre lymphe, vous allez voir vos ganglions lymphatiques, c'est-à-dire ces endroits-là, au cou par exemple, vous allez voir que ça va commencer à chauffer et à grossir, parce qu'il y a une action qui va se faire à l'intérieur. Des globules blancs qui vont être produits et également des déchets qui vont être éliminés. Une fois que ces déchets seront éliminés, ce qui va se passer, c'est que ces déchets vont revenir à l'intérieur du sang au travers de ces veines sous-clavières qui se trouvent sous vos clavicules. Et ces déchets qui vont être maintenant hydrosolubles pourront repasser dans le sang. Et à partir du sang, où est-ce qu'ils vont aller ces déchets? Ces déchets iront directement dans le foie. Ils seront redirigés vers le foie et ces déchets, à partir du foie, vont être répartis dans 4 organes qu'on appelle aussi les organes émonctoires, là où ça va sortir les déchets. En effet, à partir du foie, tout d'abord, le foie va rediriger ces déchets vers la peau. Et donc, au travers de la transpiration, ces déchets vont sortir et vont aller vers l'extérieur. Deuxièmement, ça va partir vers vos reins. Et les reins, après avoir éliminé cela, nous savons que ça sort par l'urine. Et les déchets sortent. Ces déchets, à partir du foie, une partie va retourner vers vos intestins, vers le côlon, et vont sortir au travers des excréments. Et le dernier organe émonctoire qui va faire sortir ces déchets, ce sont les poumons pour tous les déchets volatiles. Nous avons vu l'exemple du dioxyde de carbone, mais il y a également d'autres gaz qui sont des déchets qui sortiront par les poumons. Voici donc comment est-ce que le corps pourra éliminer ces toxines, ces déchets. Nous comprenons alors que dans son fonctionnement normal, lorsqu'une personne bouge correctement, les 75% de déchets sont éliminés, vont vers la clavicule, reviennent vers le foie. Les déchets qui sont dans le sang vont également vers le foie et vont être dispatchés comme cela vers les 4 organes émonctoires. Mais le souci est celui-ci. Malheureusement, si on regarde à l'intérieur de notre corps, nous allons voir qu'il y a beaucoup plus de déchets qu'il y a en temps normal. Il y a plus de déchets qui vont venir de différents endroits. Ces déchets vont acidifier la cellule, puisqu'à l'origine, la cellule saine était à un pH légèrement alcalin à cause de ces ions hydroxydes et de l'équilibre qu'il y a avec ces acides qui sont produits. Mais maintenant, puisqu'il y aura plus de déchets produits qui seront acides, le pH de la cellule va devenir acide. Et à ce moment-là,
la cellule commence à ne plus fonctionner dans la normale. D'où viennent tous ces déchets supplémentaires? Eh bien, comme vous le savez, lorsque nous mangeons, par exemple, des choses qui contiennent beaucoup de toxines, et nous verrons ces toxines tout à l'heure, il y a ces toxines qui vont passer au travers des intestins et rentrer dans le sang. Il y a également des déchets, la pollution, ces gaz néfastes qui entreront par les poumons. Il y aura également des déchets, des toxines qui pourront entrer au travers de la peau. Et c'est au travers de ces choses-là qui vont être accumulées qui va faire que nous aurons plus de déchets à éliminer. Et malheureusement, les organes émonctoires ont une certaine capacité à éliminer ces choses-là. Et lorsqu'il y en a trop qui arrivent, ce surplus sera simplement stocké. En effet, il y aura toutes ces toxines qui seront solubles dans les graisses liposolubles qui vont être stockées à l'intérieur des cellules adipeuses, de la graisse, à l'intérieur de la moelle osseuse, à l'intérieur du foie, à l'intérieur du système nerveux. Ces autres déchets qui sont hydrosolubles, eux, vont être stockés dans les articulations, vont rester dans le sang, vont être stockés dans les tissus, vont être stockés dans les muscles. Cet excès, malheureusement, est stocké. Et voici le problème. C'est qu'une fois que notre corps stocke toutes ces choses, malheureusement, il y aura des effets secondaires. C'est pour cela qu'un excès, par exemple, de toxines va se manifester pour certaines personnes sous forme d'acné. La peau ne pourra plus éliminer tous ces déchets, il y aura l'acné qui va venir, il y aura des boutons qui vont sortir, des éruptions cutanées, il y aura des allergies. Lorsque ces déchets seront stockés dans la moelle osseuse, il y aura par exemple des douleurs articulaires, il y aura des maux de tête, il y aura de la fatigue chronique, il y aura de la diarrhée, des constipations, toutes ces complications, des troubles au niveau de l'inflammation, des troubles au niveau de notre système nerveux et notre système immunitaire se retrouvera déficient à cause de cet excès de déchets qui arrive. Voici donc pourquoi il y a la maladie. Pourquoi nous tombons si facilement malades. Mais la question maintenant est celle-ci. Comment en guérir? Comment faire pour éviter ces toxines? Comment faire pour éliminer plus vite ces déchets? C'est ce que nous allons voir dans la deuxième partie. Ne ratez pas. À tout de suite.